Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouveau numéro de Culture. Je vous l'avais dit, votre émission reprend en force et comme on a l'habitude de le faire, l'actualité culturelle sera au rendez-vous. Le portrait d'un artiste plasticien, Amadou Lamine Ngom, plus connu sous le nom de Docta, président de l'association Dokhadem Squat, est notre invité. Nous allons parler du graffiti, donc tenez-vous bien, c'est parti pour une nouvelle aventure. Le premier colloque international sur l'écrivain et cinéaste Ousmane Sembène s'est tenu à l'UCAD 2. Le comité d'organisation s'engage à pérenniser les œuvres littéraires et cinématographiques de ce monument de la culture africaine au programme des expositions, des projections de films, entre autres. Suivez. L'œuvre de Sembène Ousmane, aussi bien littéraire que cinématographique, doit être divulguée, doit être analysée. Ces analyses doivent être portées à la connaissance non pas d'un public de spécialistes, mais d'un public plus large. C'est pour ça que nous pensons que 12 ans après sa mort, Sembène Ousmane a encore énormément de choses à nous dire sur tous les plans. Nous présenterons un ouvrage récent qui a été publié sur Sembène Ousmane. Et dans l'ensemble, le colloque aura à montrer également des images de Sembène dans ce qu'on appelle la leçon de Cannes. De performance artistique. En ma qualité d'artiste et en relation avec donc le président et les membres du bureau, j'avais suggéré réaliser une œuvre sur, disons, le cinéma africain, qui va s'intituler Les racines du cinéma africain. Bon, cette œuvre, vous la verrez et je vous en donnerai le contenu sur place. Le Burkina l'a fait, tout le monde le sait, et il serait bien que l'État du Sénégal consacre une réflexion à la manière d'honorer ses fils du pays par une grande avenue. Nous l'avons déjà dit dès le premier anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane. À l'occasion de la fête de la musique, le Festa 2H a déroulé ses activités. D'ailleurs, le professeur Mamadou Dramé a publié son ouvrage intitulé « Parlez-vous hip-hop », une manière de montrer l'importance du rap sénégalais. Des rappeurs sont revenus sur les difficultés de ce secteur. Je vous propose de suivre les explications de Keiti, artiste rappeur, et Mamadou Dramé, professeur à la FASTEF. Le sujet du hip-hop me passionne toujours parce que c'est un mouvement qui est dynamique. Donc tous les jours, il y a de nouvelles choses qui se passent. Donc je crois qu'il est important qu'on essaie de documenter cela pour nous, pour la postérité également, et que les gens sachent ce qui s'est passé avant, mais également les transformations que le mouvement a subies au cours des années. Dans le livre, on explique un peu les mécanismes de fonctionnement du texte de rap, comment le rappeur utilise les langues également et pourquoi il y a eu cette violence verbale. Et on essaie de comprendre et d'expliquer également pourquoi le rappeur parle de cette façon-là et comment il se positionne en tant que rappeur. Je dirais qu'il faut continuer à localiser le produit qui est proposé aux Sénégalais, que les Sénégalais puissent en tout cas se retrouver dans les produits artistiques qui sont proposés par le hip-hop sénégalais, que le hip-hop sénégalais se désaméricanise, ça c'est certain, mais je pense que la plus grande urgence pour le hip-hop sénégalais, c'est l'organisation et la formation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'activent dans ce domaine-là. Il n'y a pas de perspective d'avenir, il n'y a pas nécessairement une certaine sécurité. Pendant plusieurs années, il n'y a eu pratiquement que des concerts, un concert après l'autre. Et cette année, on a essayé quand même de créer d'autres activités autour, que ce soit des activités de formation en MAO, en DJing, il y a aussi les conférences, il y a les formations en graphisme. Et ça permet de donner une vie au festival. Nous allons à la découverte d'un artiste plasticien. Il se nomme Keraba Traoré. Voici son portrait. Voilà, ma carrière, je l'ai démarrée depuis 2011. Depuis ma sortie à l'École nationale des arts. Voilà, j'ai choisi l'art plastique parce que, comme on le dit, je suis issu d'une famille d'artistes. Je suis né à Vélingara, dans la région de Kolda, où toute ma famille presque, mon papa il dessinait très bien.
Voilà, il était aussi un grand sportif. Et mes frères, c'était tous des musiciens, ainsi de suite et tout. Voilà. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Et à l'école primaire, déjà, je faisais tous les croquis voilà, qui servaient pour les cours et tout. Et une fois au lycée, après le bac, je me suis dit pourquoi pas venir faire le concours de l'École nationale des arts. Parce que j'avais beaucoup à penser à ça. Et c'est comme ça que j'ai fait le concours. Je suis sorti major de ma promotion. C'était en 2011. Et c'est comme ça que j'ai fait 4 ans. Et je suis sorti aussi major de ma promotion. Bon, c'est pas aussi compliqué. Parce que tout au début, ma famille m'a beaucoup soutenu dans ce canevas, comme on le dit. Ma maman, mes premiers pinceaux, c'est elle qui me l'avait acheté. Et mon papa aussi m'a encouragé beaucoup sur ça. C'est pour cela que je n'ai pas eu tellement de problèmes. Voilà. Tous les artistes sénégalais voilà, ont ce problème-là, parce que le ministère de la Culture, franchement, moi personnellement, je ne dirais pas oui. Oui, parce que à chaque fois que j'ai besoin d'un soutien pour voyager par exemple, voilà. Sauf qu'en 2017, lors du Festival du cinéma numérique de Cotonou, au Bénin, voilà, la direction de la cinématographie m'avait donné un billet. Voilà, et je le remercie du passage. Voilà. Et sinon, le ministère vraiment, il devait faire beaucoup d'efforts pour aider les artistes. Il y a beaucoup de talents ici, mais malheureusement, ils ne bénéficient pas du soutien du ministère de la Culture. C'est vraiment dommage. En 2011, lors de ma sortie, j'avais gagné le concours de Dakar Women's Group, qui était organisé par une association internationale qui organise chaque année une exposition collective pour les artistes sénégalais ici. Voilà. Et aussi à Cotonou, lors du Festival du cinéma numérique de Cotonou, mon film d'animation sur l'immigration clandestine qui s'appelle L'Aventure de Kula, qui a été aussi primé. Et aussi en 2018, au Festival du cinéma, au Festival de VF3 de Paris. Et en la même année aussi, en Italie, voilà, le Festival Dakar-Rome. D'ailleurs, le film a été pris comme référence d'ailleurs. Et aussi, il a fait presque le tour de l'Italie pour servir de sensibilisation contre l'immigration clandestine. Je vais présenter mes œuvres. Voilà, en fait, moi, je suis un plasticien et graphiste. Quand je dis graphiste, et j'utilise des outils typiquement graphiques, comme de la craie grasse, et des pastels. J'utilise aussi des coupures de presse qui me servent de fond sur mes œuvres. Et je travaille intégralement sur les enfants talibés et les enfants en général, c'est-à-dire le quotidien des enfants en général. Et en même temps sur les slogans en Wolof. Je travaille sur les 7Y. En fait, le droit des enfants, je les ai ratifiés en 7 termes Wolof, qui veut dire Yar, Yir, Yed, Yemale, Ye et Yeg. Voilà, comme on est au Sénégal, si j'avais mis ça peut-être en français, ça n'aurait pas eu beaucoup d'impact comme je l'aurais souhaité. Je travaille typiquement sur les enfants, car j'ai soutenu mon mémoire sur ça, sur la violation des droits de l'enfant et cas de certains talibés. Voilà. Les coupures de presse, comme on parle d'information, et le journal est un support de communication, et à travers elle, on fait passer des informations. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas utiliser le même support pour véhiculer mes informations là-dessus. Voilà. Les enfants que vous voyez, bon, c'est des silhouettes, en fait, sans visage,
pour expliquer juste l'innocence de l'enfant, la gaieté de l'enfant. Voilà, on doit vraiment soutenir ces enfants-là, on doit les aider. Je travaille actuellement pour préparer la Biennale de Dakar. Voilà. Merci Amadou Lamine Ngom de nous recevoir ici à la galerie Le Manège. Alors, d'où vous vient le nom de Docta, qui est plus connu? Merci à vous déjà de vous déplacer. Demander le nom Docta, c'est demander le nom d'un produit. Docta, c'est mon nom d'artiste. C'est comme on dit dans notre jargon, c'est mon blaze. C'est le nom avec lequel je travaille. C'est un nom qui me suit depuis que de mon plus jeune âge. Ça a été donné par un ami qui n'était pas sénégalais d'origine, qui m'appelait docteur parce que sur mon comportement, ma manière de voir, il disait que j'étais aux petits soins sur tout ce qui tournait tout autour. Donc il a préféré m'appeler ainsi. Et moi j'ai adapté le nom. J'en ai fait un sigle, j'en ai fait un outil de travail, j'en ai fait un comportement, une vision qui fait que être un docteur, c'est être au service des gens, être à l'aide, essayer d'aider les gens à bien être. Moi, je vous le fais à travers le mur. Alors, vous êtes un pionnier du graffiti, mais d'où vous vient l'inspiration dans vos créations? L'inspiration, elle est divine. Ça vient peu de personne que d'Allah, parce que je ne peux rien dire d'autre que l'inspiration, elle est divine. Tout ce qu'on partage dans ce qu'on fait, c'est des ressentis qu'Allah nous donne et qu'on partage avec d'autres créateurs comme nous. Et on n'est pas plus intelligent, on ne détient pas un savoir extraordinaire, mais juste qu'on a eu l'opportunité et l'occasion que Dieu nous a donnée d'avoir la parole qu'on doit mettre au service des gens. Alors, la Maison de la Culture d'Outesec a abrité le Festival international de graffiti, Festigraph. Pourquoi le choix de ce lieu? Déjà, il y a deux choses. Festigraph, c'est une plateforme de diffusion, d'échange, de formation et de partage. D'Outesec a abrité Festigraph dès la 6e édition. Parce qu'on était au niveau de la biscuiterie où on a fait 2 ou 3 éditions. Après, ici, parce que la première édition de Festigraph s'est passée au Manège. Donc, l'évolution a fait que... Moi, je suis de la Médina. Médina, c'est un des quartiers les plus populaires Dakar, comme je vais dire, du Sénégal. Et aussi, culturellement, et l'emplacement aussi de d'Outesec fait que dans l'histoire de la République sénégalaise, d'Outesec a une bonne position parce que c'est une ancienne palais. Tous les autres que avait Senghor, il les mettait là-bas, mais il y avait aussi le Premier ministre qui était là-bas, Mouloudia. Donc, toutes ces entités font que ce lieu historique, il est au sein de la Médina et il est accessible parce qu'il est sur l'avenue Blaise Diagne. Tout à fait. Tout le monde veut venir en taxi, en particulier, en bus, en pied pour pouvoir partager les moments du Festigraph. Donc on a choisi ce lieu pour pouvoir abriter le village du Festigraph, les expositions, les expositions de streetwear, les expositions de tableaux, les performances, les ateliers, les conférences, même le concert, pour que les gens puissent pouvoir partager ces moments du Festigraph. Nous avons vu qu'il y a eu également la participation des chanteurs, des danseurs au niveau du Festigraph. Oui, parce que chaque année, on invitait d'autres entités des cultures urbaines, telles que la danse, tels que les slammers, les DJ, les rappeurs. Mais à chaque fois, on se dit maintenant, au lieu d'inviter, on va collaborer direct avec les entités existantes. Pour la danse, on travaille depuis 2 ans avec Dansefait, l'association Dansefait qui est 100% féminin, qui organise leur festival au sein de Festigraph. Ça, c'est collaborer et mutualiser les forces. On travaille aussi avec la Ligue nationale du slam, qui est gérée par Omar Keïta d'Afrique urbaine, avec qui on travaille depuis des années sur ce côté. Pour le streetwear, il y a Poulo qui se charge de ça, à inviter des créateurs à pouvoir exposer durant
les 10 jours du festival. Et on invite des rappeurs pour qu'ils puissent, Simon est passé dessus, Matador. Matador et Awadi m'ont fait une surprise à faire un concert au nom de Festigraph, que je n'étais même pas au courant. Ouais. Nous avons vu Amadou Falba également. Voilà, Amadou c'est un partenaire avec qui je travaille, c'est un frère avec qui je travaille dans l'ombre sur beaucoup de projets. L'administrateur de la Maison des Cultures urbaines d'ailleurs. Donc lui, il n'aime pas que je le cite, mais il faut que je le cite parce que c'est important. Tout à fait. Mais c'est pour dire que les cultures urbaines, nous on travaille tous en famille. Parce que quand on fait Festigraph, tu as Gassira, tu as Simon, tu as Malal et tout ça, tout le monde tourne tout autour. C'est comme quand Guidio et Bayrap est là, c'est comme quand Fetch est là, c'est comme Afessa Desach quand ça existe. C'est comme aussi quand Ciné Droit Libre, Awadi, nous tous, on est derrière parce qu'on est une seule famille. Alors, le graffiti est une expression artistique au service de l'environnement, tout le monde le sait, mais est-ce que c'est sur tous les murs que vous faites le graphe ou bien il y a des exceptions? Il y a des murs où on ne fait pas de graphe, parce que c'est une démarche qu'on a. En général, le graffeur, il ne se limite pas, il s'exprime, parce que l'objectif, c'était d'exister à travers un environnement où tout le monde existe, mais en tant que jeune, il fallait dire et passer, maintenir sa présence dans un environnement que je vais appeler urbain. Mais un graffeur, c'est une personne qui a la parole. À travers les images, il doit communiquer, il doit sensibiliser, conscientiser et toucher du doigt ce qui ne marche pas. Il y a des murs qui appartiennent à des institutions, on ne fait pas de tag dessus, on ne fait pas de graphe dessus. C'est une démarche qu'on a. Ce n'est pas ce qui se passe ailleurs, mais nous, on le fait. Parce que c'est donner du respect à notre travail et on veut que ce respect-là soit réciproque. Si c'est un mur privé, on va aller vers le propriétaire pour lui demander de nous permettre à peindre sur son mur. Si c'est un mur public qui est sur l'autoroute ou sur les highways, on va peindre pour partager notre point de vue par rapport à une situation bien déterminée dans la société au moment où un fléau qui touche la société constamment, les gens en parlent peu, nous on en parle à haute voix. Passer des messages. Mais ça c'est l'objectif déjà qu'on a donné du graffiti africain. D'accord. C'est de faire passer le message au devant de nous artistes. Parce que quand le boulot est bien fait, on ne demande pas qui a commandé le boulot, on demande qui a réalisé le boulot. Et ça, l'artiste existe, l'artiste n'est pas star, c'est son travail qui est une star. Donc il faut bien le faire et le faire avec conscience de l'impact qu'il peut avoir auprès des populations. Donc quand on va sur un mur privé, la démarche elle est normale qu'on va vers le propriétaire. Quand on va sur un mur public, on ne demande pas d'autorisation, on y va et on partage parce que la démarche est aussi, et quand on vient sur un mur qui est dégueulasse, on la rend propre. D'accord. Parce que nous, le respect qu'on donne à notre travail, on ne peut pas venir juste peindre sur un mur en laissant qu'il y a des ordures tout autour où l'environnement est dégueulasse. On est humain, on aime bien que l'environnement soit propre, qu'on soit à l'aise. On le rend propre, c'est un acte civisme qu'on fait pour pouvoir montrer aux populations qui habitent tout autour de ce mur-là que cet endroit-là peut être propre et vivant. Et en parlant de vivant, on met de la couleur, on a l'agencement des couleurs et le message qui finalise l'acte qu'on est venu faire. D'accord. Mais est-ce que vous faites des formations pour les jeunes qui inconsciemment peuvent écrire des messages qui peuvent choquer? Ça, c'est l'attitude de la rue. Normal, il faut que ça choque la rue. Mais oui, on fait des formations parce qu'actuellement... D'où l'intérêt même de la formation. Je suis à la 3e génération que je suis en train de former. D'accord. Et ça me fait plaisir, toutes les générations que j'ai eu à former, les 2 générations que j'ai à voir leurs œuvres dans la rue, bien fait, avec, précision et aussi une minutieuseté sur les détails. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas, il y a des messages que ce n'est pas les artistes graffeurs qui le font. Les artistes créent des œuvres. Celui qui écrit sur des murs en disant, comme ce que les politiciens font faire certains, votez tel, ça, c'est des personnes particulières qu'on donne des sprays en les disant, vous allez écrire sur un mur, votez Samba, votez Mademba, mais ça, un artiste ne le fera pas. Pour moi, un artiste a une autre vision au-delà de ces messages que d'accepter une modeste, de l'argent pour rien, pour aller dire du n'importe quoi à travers ton art, salir ton art ou prostituer ton art. Gratuitement. On fait des œuvres, on voit certaines de nos œuvres. Ces jeunes, ces personnes que tu dis, vont vers nos œuvres. À l'intérieur de nos œuvres, les espaces qu'on laisse blancs pour écrire votez tel, votez tel. Ça ne vient pas de nous. Parce qu'ils sont en train même de manquer de respect à cette création
Et c'est cette inspiration qui nous a été donnée divinement comment ça s'appelle, pour des fins personnelles. D'accord, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au graffiti. Énormément, il y a énormément de personnes, hommes et femmes, qui s'intéressent au graffiti parce que la formation que vous dites, on ne l'a pas arrêtée juste au Sénégal, parce qu'on est allé au-delà du Sénégal. On est allé dans d'autres pays en Afrique, lancer cette démarche citoyenne, patriote, à travers le graffiti, faire naître des festivals, faire naître des plateformes pour que les gens puissent exister et connaître c'est quoi cette forme d'expression, et aussi lui donner une démarche très conscience sociale. Et aussi, au-delà de ça, permet à ces personnes-là de pouvoir travailler avec des institutions ou des institutions privées. Parce que si vous êtes à Dakar, vous pouvez voir partout où on a fait des graphes. Je vous donne l'exemple, on est à la Galerie de la Manège, à côté on a l'hôtel Novotel. Vous y allez à l'intérieur, on a des œuvres dans cet édifice où c'est fréquenté. Et nous, en tant qu'artistes, on a eu un bon partenariat avec cette personne-là pour pouvoir réaliser des fresques, loger des artistes durant Festigraph, réaliser des, des soirées de gala, danser au nom du graffiti, comme on le fait avec des ministères, comme on le fait avec des ambassades, comme on le fait aussi avec des particuliers qui veulent avoir des œuvres graffiti chez eux. Et ça fait payer, ça permet qu'on puisse vivre de ça, parce qu'on nous paye des millions pour ça. D'accord, donc ça marche bien. On vit de notre art. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi Aline Sitoé Diatta comme marraine à la 6e édition du graffiti? Il faut savoir que la démarche de la reine Sitoé est de ne pas dénaturer ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'il fallait s'ancrer sur ce qu'on a. D'abord, aller vers. C'est-à-dire qu'à cette période où elle luttait contre cette culture de l'arachide qui faisait que les gens ne pensaient plus à cette transmission de savoir, des comportements et puis de traditionnels, les gens allaient plutôt sur l'individualité, sur, juste l'intérêt personnel. Tout à fait. Qui dévalorisait ce que l'Afrique avait de plus cher, cette transmission qui était quand on était dans les champs, quand on mangeait, quand on discutait, et aussi ce qu'on a dans notre tiroir, qui disait il faut cultiver le riz rouge au lieu de cultiver le riz blanc. Il faut sucrer, utiliser les cannes à sucre pour sucrer, pour utiliser comme sucre dans nos aliments. Et tout ça, c'était pour dire, prenons ce qu'on a, développons-le pour pouvoir revendre ça ou échanger avec d'autres. Il ne faut pas se baser juste sur ce qui vient d'ailleurs à dire que sans ça, on ne se développera pas. Et cet patriotisme, cet nationalisme qui a fait aussi passer dans l'ouverture, on a trouvé que tous les jeunes qui vont vers l'immigration, en passant par les pirogues, en pensant que l'Eldorado, c'est l'Europe, on lui dit non. La reine Sitoé avait déjà pensé à ça, elle avait déjà montré le chemin, même si les périodes n'étaient pas pareilles, elle avait déjà montré le chemin. Une référence, on va dire. Et si on y va jusqu'à Cheikh Anta Diop qui disait faut s'ancrer, s'enraciner et s'ouvrir, donc c'était au-delà de là où on est, la situation qu'on vit actuellement, que nos gouvernants ne font rien du tout, c'est pour montrer à ces jeunes-là, on a des références sur lesquelles on doit se baser pour améliorer notre existence. Donc, d'où pour laquelle on a pris la reine Sitoé et sa démarche et son état d'esprit. Nous, on ne prend pas des marraines ni des parrains parce qu'ils existent. On les prend parce qu'ils ont une idéologie, une démarche qui touche toute l'humanité, pas juste le peuple noir, mais toute l'humanité. Et c'est important pour que cette jeunesse qui s'intéresse aux cultures urbaines, qui s'intéresse à l'art, qui s'intéresse à la culture en général, puisse se référer sur la démarche et le combat de ces personnes-là qui ont vécu avant nous, et leur démarche et leur combat continuent à exister après nous. Regarde, quand on dit souvent, quand on parle des mamans, la situation de Tratainder revient tout le temps. C'est des références. Et ces deux filles-là qui avaient quitté ce village-là, Ndateyal et sa sœur, ils ont pu raconter l'histoire, mais ils ont continué à lutter contre la colonisation pour que nous, aujourd'hui, qu'on puisse s'asseoir, discuter librement, sans avoir arrière-pensée qu'on est toujours dans cette colonisation, même si ça existe psychologiquement maintenant, mais cette liberté de choix, de choisir est là. Et le graffiti, nous on l'utilise pour retracer l'histoire, pour sensibiliser, conscientiser,
toucher du doigt ce qui ne marche pas dans notre environnement, dans notre quotidien, pas juste au Sénégal, mais en Afrique comme dans le monde. D'accord. Mais est-ce que vous bénéficiez d'un appui du Fonds de développement des cultures urbaines? Le Fonds de développement des cultures urbaines, ça vient des cultures urbaines pour aller vers la présidence. Et la présidence la ramène vers nous, gérée par le ministère de la Culture à travers la direction des arts. Oui, si l'appel se fait et nous, on répond à l'appel, c'est-à-dire on répond à cet appel en déposant un dossier à Body d'effort, oui, on va bénéficier de cet appui. Si on ne le fait pas, on n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. D'accord. Mais Docta personnellement? Non, pas moi personnellement, pas Docta personnellement. La structure d'Orandem Squad. D'Orandem Squad. Pas Docta personnellement, parce que Docta Docta est le président de l'association d'Orandem Squad. Oui, d'accord, mais je préfère qu'on dise la structure d'Orandem Squad, c'est la structure d'Orandem Squad qui porte les projets. Donc c'est à travers cette structure-là qu'on dépose un projet, parce que c'est eux qui ont les papiers qu'il faut. Et je vais me le répéter, si l'appel se fait et nous on répond à travers sur les grilles qu'on a posées, sur le règlement que les fonds des cultures urbaines ont posé pour pouvoir être éligibles pour déposer, on va recevoir, si notre projet est bien fait, on va recevoir cet appui-là. D'accord. Vous en êtes à votre 30 ans de carrière? Oui, machallah. Alors, quel bilan tirez-vous de ces 30 ans? Bilan? Non, je ne tire pas de bilan. Je remercie le bon Dieu de m'avoir laissé ce temps de pouvoir vivre ça jusqu'à en parler avec vous ou avec d'autres. Et aussi, je remercie aussi l'Institut français pour avoir décidé de fêter mes 30 ans de carrière. Ça, c'est pour la première fois de ma vie que j'expose tout seul dans un lieu tel que la Galerie Le Manège, qui fait partie d'une des plus grandes galeries de l'Afrique de l'Ouest. Ça me permet aussi de voir que j'ai partagé des moments forts avec des gens, que j'ai appris beaucoup de choses de ces personnes, où j'ai échangé avec d'autres dans des situations, que tant soit mieux du mal que du bien. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de vivre ça et de le vivre avec des personnes proches qui sont avec moi toujours et d'autres qui ne sont plus là. Et dire que la seule chose que je peux dire, c'est Alhamdulillah. Alors, il faut que je précise que Docta est un amateur du café. Il m'a demandé du café pour pouvoir faire l'émission. Donc, il faut que je précise aux téléspectateurs, et voilà, surtout avec mes confrères et mes consoeurs, si vous voulez faire du face-à-face avec Docta, il faut juste amener du café et il sera disponible. Ça, il faut que je précise. Voilà, donc il faut préciser également. Juste que moi, j'adore le café Touba. Étant fervent mouride et baïfal. À part ça, j'adore le café Touba. Il a un goût particulier. Et aussi, c'est comme ce qu'on disait par rapport à la reine citoyenne. Cet environnement quotidien sénégalais, il faut savoir que le café Touba, il fait partie, le Gerte Tchaf. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des détails importants. Pour moi, c'est un breuvage qui me plaît. Et avec toutes les vertus qu'il a, pour moi, c'est une manière de le vivre et de le partager. Et le café Touba, tu ne peux pas le boire tout seul. En tout cas, merci Docta. Ce fut un plaisir de partager avec vous cet entretien. Merci à vous, merci à toute l'équipe de DTV de bien vouloir m'inviter et de parler du graffiti. Au nom de tous les graffeurs sénégalais ou africains, on vous remercie. Et voilà, c'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs passionnés d'art. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'autres aventures vont se poursuivre de plus belle. Et c'est toujours avec la DTV, la magie de la télé.